Bonjour Jean Messia. Aujourd'hui c'est une séquence spéciale où vous avez très gentiment accepté de répondre aux nombreuses questions qui vous sont posées par les internautes. Sans plus tarder, je vous pose la première question. Pourquoi vous êtes-vous engagé en politique? Alors, je me suis engagé en politique, pour résumer, après je vais développer, mais pour résumer, je me suis engagé en politique pour une raison simple, c'est pour rendre à la France une partie de la dette morale que je lui dois. Avant de m'engager en politique, j'ai servi l'État au sein de la haute administration pendant à peu près une trentaine d'années. Aussi loin que ma mémoire remonte, j'ai toujours eu une passion pour la France. Et quand j'ai commencé à entamer mes études, et notamment mes études universitaires, j'ai axé toutes mes études universitaires sur l'État, le rôle que jouait l'État en France du point de vue économique, puisque je suis un économiste de formation. Et ensuite, j'ai, comme vous le savez, tenté et réussi le concours de l'ENA à la fin 2002. J'ai choisi de servir l'État au sein du ministère des Armées et j'ai entamé une carrière dans la haute fonction publique au service de la France, à la fois dans l'administration centrale, mais aussi à l'international, puisque j'ai occupé également des postes diplomatiques importants au sein des ambassades de France, notamment au Proche et au Moyen-Orient. Vous allez me dire, j'aurais pu en rester là, faire carrière dans la haute fonction publique, gravir les échelons administratifs et finir ainsi jusqu'à ma retraite au service de l'administration. Mais je me suis dit que compte tenu de l'état de la France, compte tenu de ce qu'était en train de devenir la France, c'est-à-dire un pays méconnaissable, un pays que moi qui suis français de branche, que moi qui suis un français d'adoption, je ne reconnaissais plus. Et donc à un moment, je me suis dit, c'était pas possible de rester au sein de l'administration, ce n'était pas possible de continuer en gros à faire comme si de rien n'était. Et donc il fallait que je fasse quelque chose. Donc j'ai décidé de quitter l'administration et de faire de la politique pour tenter de faire en sorte que la France reste la France. Et tout mon engagement politique s'explique par cette volonté de conserver ce que je suis devenu au fond, c'est-à-dire français en France. Voilà, c'est comme ça que mon engagement politique s'exprime, parce que, à la vérité, je n'ai pas fait de la politique pour des raisons matérielles, j'étais haut fonctionnaire, je n'avais besoin de rien. Je n'ai pas fait de la politique pour des raisons médiatiques, je n'en ai pas besoin, je n'ai pas besoin de lumière pour vivre, j'avais déjà une position professionnelle et sociale qui sont enviables, mais j'avais à cœur de défendre ce peuple, le peuple français, ce peuple si généreux qui m'a accueilli, qui m'a aimé et que je ne pouvais pas laisser tomber, que je ne pouvais pas sacrifier sur l'autel de mon confort personnel. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire de la politique, pour défendre la France et les Français et pour faire en sorte que les Français restent eux-mêmes chez eux, c'est-à-dire en France. Voici notre deuxième question. Pourquoi, à votre arrivée en France à 8 ans, vous avez changé de prénom? Alors, je n'ai pas changé de prénom à mon arrivée en France, puisque moi je suis arrivé en France à l'âge de 8 ans. Je précise que je suis arrivé en France sans rien connaître de la France, sans parler un seul mot de français, sans avoir rien à faire avec la France, en gros. Je ne suis pas français d'ascendance, mes parents, mes grands-parents n'étaient pas français. La France était un pays totalement étranger pour moi, à la fois au niveau de son histoire, de sa culture, y compris de sa langue. Et grâce à ma mère, qui était francophone et francophile, qui me lisait des livres en français, notamment des J'aime lire à l'époque, grâce aussi à une maîtresse d'école extraordinaire à Mulhouse, en Alsace, dans mon Alsace d'adoption, qui me faisait des petits découpages d'objets usuels, donc des cours particuliers de français en même temps qu'elle faisait cours au reste de la classe, je suis progressivement entré dans la France. Ce fut un parcours initiatique compliqué, difficile, même parfois source de souffrance. Mais c'était un parcours initiatique indispensable parce que quand vous changez d'identité, les choses ne se font jamais facilement. C'est toujours compliqué. Mais
il est toujours compliqué d'acquérir un trésor. Ce trésor s'appelle la France. Et donc, je suis rentré dans la France difficilement, mais je suis fier d'être entré dans la France et d'avoir fini finalement par devenir un Français comme les autres. Et comme je suis devenu un Français comme les autres, quand j'avais 20 ans, au moment où j'ai demandé à être naturalisé français, vous noterez que je suis devenu français avant même de le devenir administrativement. C'est-à-dire que j'ai aimé la France, je suis devenu français par l'école, par mes parents, et ce n'est qu'à l'issue de ce parcours initiatique d'assimilation à la France que j'ai demandé à être naturalisé, c'est-à-dire que ma nationalité administrative a finalement rejoint mon identité acquise à travers ce processus d'assimilation. Et donc, il était tout à fait normal qu'ayant décidé de demander la nationalité française pour faire partie de la communauté nationale française, eh bien, il fallait que je ressemble le plus possible à l'identité des gens dont je demandais à faire partie du destin, c'est-à-dire des Français. Et donc, c'était pas très compliqué, puisqu'il s'avère que moi, lorsque j'ai été baptisé, orthodoxe, le prêtre n'a pas voulu de mon prénom d'origine, qui était Hossam, qui était un prénom mixte, en tout cas plutôt musulman, que mes parents avaient choisi dans l'Égypte des années 70 pour faire en sorte que je ne me fasse pas casser la gueule dans la cour de récréation quand j'étais enfant. Ce contexte ayant disparu, étant arrivé dans un pays à tradition judéo-chrétienne, il était tout à fait normal que je reprenne le prénom, mon prénom de baptême, c'est-à-dire probablement le prénom que m'auraient donné mes parents si j'étais né dans un pays chrétien, et ce prénom de baptême, c'est Jean. Donc j'ai demandé, lorsque je suis devenu français, à ce que ma nouvelle identité française rejoigne mon identité, je dirais, des origines, c'est-à-dire mon identité religieuse, c'est-à-dire le prénom de Jean, et donc c'est comme ça que je suis devenu Jean Messia. Troisième question, c'est quoi selon vous être français? Alors être français, je sais que c'est toujours une question piège. J'ai déjà eu droit à plusieurs reprises à cette question sur les plateaux de télévision où, lorsque je défends l'identité nationale française, un certain nombre de mes contempteurs de gauche ou d'extrême gauche me posent cette question, c'est quoi être français? Comme si, dans l'embarras de la difficulté dans laquelle je me trouverais pour répondre à cette question, cela viderait la question de sa substance. Il est bien évident que c'est toujours compliqué de définir une identité nationale. C'est-à-dire que si vous demandez à un Marocain, par exemple, de dire « qu'est-ce qu'être Marocain ?», il serait autant en peine de vous dire ce qu'est être Marocain que lorsque vous posez la question à un Français de définir ce qu'il est. Mais le fait d'être dans l'incapacité de définir en quelques mots ce qu'est être Français, comme ce qu'est être Marocain ou Algérien ou Sénégalais, ne signifie pas pour autant que la France n'existe pas ou qu'être Français ne signifie rien. Pour moi, être Français, c'est appartenir à l'identité nationale française. Alors là encore, on va me dire, mais qu'est-ce que l'identité nationale française? Eh bien, figurez-vous que si vous me posez cette question, en réalité, c'est problématique. Parce que l'identité nationale française et être français, c'est une question qu'on n'a jamais posée à travers les siècles. Jamais personne, au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, au XIXe siècle, et même tout au long du XXe, ne s'est jamais posé la question de savoir qu'est-ce qu'être français, ou qu'est-ce que l'identité nationale française. Pourquoi? Ben parce que ça coulait de source. Aujourd'hui, le fait même de poser la question de savoir qu'est-ce qu'être français, ou qu'est-ce que l'identité nationale française, prouve, si besoin était, que à la fois le fait d'être français, mais aussi donc l'identité nationale française, sont menacés à tel point et se sont vidés à tel point de leur signification qu'on pose la question. Seuls les peuples qui ne savent plus qui ils sont et d'où ils viennent se demandent finalement qu'est-ce qu'ils sont. Si aujourd'hui nous posons la question de savoir qu'est-ce qu'être français, c'est que déjà, nous ne le sommes plus vraiment. Et donc c'est aussi
l'essence même et la raison même de mon combat. Être français, c'est appartenir à une histoire, à une culture, à des traditions pluriséculaires qui viennent du fond des âges. C'est parler français, c'est vivre comme un Français, c'est se comporter comme un Français. C'est un mode de vie, un art de vivre. C'est être irrigué par une culture richissime, faite de littérature, de poésie, de théâtre. Vous voyez, c'est ça être français. Personne à l'étranger ne demande qu'est-ce qu'être français parce que, paradoxalement, à l'étranger, on sait ce qu'est être français. Bizarrement, il n'y a qu'en France qu'on se pose cette question. Et on se pose cette question parce que je pense que la perte d'identité française est telle, en raison d'une invasion migratoire colossale qui installe dans notre pays, sur notre territoire national, d'autres identités, que le français qui est là depuis 1000 ans est sommé de définir qui il est. C'est quand même une situation extraordinaire. Eh bien, en France, on est français. Et j'ai pas besoin de le définir. Tous ceux qui sont réellement français savent de quoi je parle. Ceux qui ont un problème de savoir s'ils sont français ou pas, c'est qu'ils ne le sont pas. Donc c'est à eux de se définir. Pourquoi vous avez quitté le Rassemblement national? Alors, je me suis engagé, parce qu'il faut commencer quand même par là, je me suis engagé au Rassemblement national à la fin 2015 parce que c'était l'époque où je me suis dit qu'il fallait que je me lance en politique pour défendre la France et les Français. Il se trouve qu'à ce moment-là, Marine Le Pen et le Rassemblement national, eh bien, c'était le seul parti, la seule personnalité et le seul parti qui représentait le mieux l'idée que je me faisais de la France. Et donc je me suis engagé dans le Rassemblement national pour défendre à la fois la France dans son identité, mais aussi dans sa souveraineté. Pourquoi j'ai quitté le Rassemblement national en novembre 2020? Les causes sont multiples et protéiformes. Je dirais que, premièrement, j'ai fait 4 années de militantisme au Rassemblement national, bénévolement, puisque contrairement à tout ce que vous pouvez entendre, je n'ai jamais gagné le moindre euro du Rassemblement national. Mon engagement était purement bénévole. C'est un engagement dans lequel je me suis donné à fond. Au cours de 4 années, je n'ai quasiment jamais passé le moindre week-end chez moi. J'étais sur les routes de France et de Navarre, j'ai porté la bonne parole, j'ai porté la parole de la France, j'ai été, dans les territoires, dans les fédérations, pour revigorer les troupes, pour convaincre les troupes que le combat pour la France était noble et qu'il devait continuer. À un moment, il y a 2 choses qui ont joué. D'abord, évidemment, l'absence de reconnaissance à la fois de mon engagement et de mes compétences. Donc quand vous vous engagez dans un parti politique, c'est pas pour finir cadre de ce parti politique, c'est aussi pour avoir une investiture. Or, j'ai constaté qu'au Rassemblement national, eh bien, pour avoir une investiture, il fallait des conditions, je ne dirai pas lesquelles, qu'il me fallait remplir et qu'à l'évidence, je ne remplissais pas. Et la deuxième raison, c'est aussi une question de ligne politique. C'est que je voyais, à partir des élections européennes, Marine Le Pen dériver de son sillon identitaire pour se normaliser en quelque sorte. Il y a eu, rappelez-vous, la dédiabolisation qui s'est terminée en normalisation, puis en aseptisation. Et donc, ça lui a fait dire des choses comme l'islam est compatible avec la République, comme nous ne sortirons pas de la CEDH, nous ne sortirons pas de Schengen, nous nous accommoderons. Et donc je me suis dit à un moment que si ça continuait, Marine Le Pen allait finir par nous dire que l'immigration était une chance pour la France. Et donc j'ai décidé, voilà, de quitter, à la fois parce que j'estimais que mon engagement et mes compétences n'étaient pas reconnus, et que la ligne politique que j'ai rejointe à la fin de 2015 n'était plus celle de 2020, et je devais donc tirer les conséquences de ces bouleversements, de ces changements, à la fois pour moi et les changements politiques, et donc j'en suis parti. Je noterai que, à l'époque où je suis parti en novembre 2020, comme vous le savez, je ne suis pas parti pour un autre mouvement,
ou pour une autre personnalité. Je suis parti pour quitter la politique opérationnelle et pour devenir un homme de médias, un chroniqueur, un polémiste, un éditorialiste. Mais à ce moment-là, je quittais vraiment la politique active pour faire de la politique des idées à travers les médias. Donc on ne peut pas dire que j'ai trahi le Rassemblement national, je n'ai pas trahi Marine Le Pen, puisqu'à l'époque, encore une fois, je n'ai pas quitté Marine Le Pen et le Rassemblement national pour une autre personnalité et un autre parti. Je suis parti pour entamer une autre carrière. Et ce n'est que presque un an et demi après, et parce que Éric Zemmour et Reconquête sont apparus dans le paysage, et après mûre réflexion, que j'ai décidé de les rejoindre. Donc vous voyez, les choses ne sont pas aussi simples que certains de mes détracteurs osent l'affirmer. Avez-vous vraiment hésité à rejoindre Éric Zemmour et son parti Reconquête, et pourquoi? Alors, il faut que vous sachiez que moi je connais Éric Zemmour depuis plus d'une dizaine d'années. C'est un ami que j'ai suivi, avec qui j'ai souvent discuté, et pour la faire courte, je n'ai pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre ce que je peux penser et ce que peut penser Éric Zemmour. J'ai adoré, comme des millions de Français, ses livres, ses articles, ses chroniques, ses éditoriaux, ses papiers, toute sa présence médiatique, le travail qu'il a fait sur le plan intellectuel, sur le plan éditorial, pour évidemment insuffler les idées de la France, pour insuffler sa vision de la France et des Français à travers les médias. Je dois dire qu'au début de son aventure politique, j'étais un peu sceptique, mais j'étais pas le seul. Je me posais à tout le moins la question de savoir si, en tant qu'intellectuel, en tant que journaliste, en tant qu'analyste, fin observateur de la vie politique française, Éric Zemmour aurait la capacité de se présidentialiser. Mais je l'ai observé, et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai été bluffé. Oui, j'ai été bluffé par ce que les journalistes actuels aiment à appeler sa mue politique, sa mue présidentielle, et sa capacité à revêtir le lourd manteau du destin de la France, du destin de ses prédécesseurs, c'est-à-dire incarner véritablement, remplir le costume d'un président de la République. Et quand j'ai vu, stupéfait, agréablement surpris, la capacité d'Éric à se présidentialiser, à remplir pleinement les habits d'un futur président de la République, je n'ai pas hésité une seule seconde et je me suis engagé à ses côtés en le ralliant parce que je suis intimement convaincu que si les idées patriotiques, les idées nationales sont majoritaires dans le pays, ce qui a fait défaut jusqu'à présent, c'est l'incarnation. Il faut bien sûr conquérir, gagner la bataille des idées, ce qui est fait, le camp national a gagné la bataille des idées. Mais encore faut-il que ces idées soient incarnées par une personne qui soit crédible, qui soit intellectuellement cortiquée, qui puisse débattre avec des adversaires coriaces, tout aussi câblés intellectuellement. Et la seule personne que je vois aujourd'hui et que j'ai décidé de rejoindre et de servir pour servir la France, c'est Éric Zemmour. Vous l'avez affirmé plusieurs fois, selon vous, l'islam n'est pas compatible avec la République. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'islam n'est pas compatible avec la République, parce que l'islam, c'est à la fois une verticalité, c'est-à-dire une spiritualité, mais aussi une horizontalité, c'est-à-dire une organisation à la fois politique, sociale et civile. Donc, l'islam en tant que tout, c'est-à-dire à la fois verticalité et horizontalité, n'est pas compatible avec la République parce que la République c'est aussi une horizontalité. La République a ses lois, elle a ses règles, elle a ses mœurs, en tout cas la République française. Et ces lois, ces règles, ces mœurs ne sont pas islamiques. Donc vous voyez bien qu'il y a un affrontement entre le mode d'organisation politico-sociale proposé par le Coran et par l'islam et l'organisation politico-sociale qui est déjà la nôtre et qui est inscrite
dans nos codes, nos règles, notre constitution républicaine. Moi, je n'ai pas de problème avec l'islam en tant que spiritualité. Et l'islam en tant que spiritualité, c'est comme le christianisme, c'est comme le bouddhisme, et c'est comme le judaïsme post-concordat avec Napoléon. Un musulman qui pratique son islam à la mosquée, qui pratique sa spiritualité chez lui, dans son intimité, j'ai aucun problème. La France garantit et garantira toujours la liberté de conscience. Chacun en France est libre de croire à ce qu'il veut et il est libre de pratiquer le culte qu'il veut. En revanche, ce à quoi je m'oppose, c'est les revendications religieuses, c'est l'affichage religieux, la propagande religieuse. Et ça, c'est une obligation pour certains musulmans et pour un certain islam, ce côté impérialiste, ce côté conquérant qui était inscrit dans l'islam politique, je ne peux pas, et beaucoup de Français ne peuvent pas l'accepter. Tout simplement parce que nous sommes en France. Et une des raisons pour laquelle je ne l'accepte pas, c'est évidemment la loi de 1905. Alors attention à la façon dont cette loi est interprétée par nos adversaires. Les islamo-gauchistes vous expliquent que la loi de 1905 sur la laïcité, c'est une sorte de bélier pour abattre les derniers murs porteurs de l'identité nationale française qui est évidemment irriguée par le judéo-christianisme. Les islamo-gauchistes vont par exemple vous interdire les sapins au moment de Noël ou les crèches au moment de Noël sous prétexte que c'est contraire à la laïcité. Mais ils se trompent et ils se fourrent le doigt dans l'œil. Nous entendons faire de la laïcité un bouclier, non pas un bélier pour abattre la France, mais un bouclier pour protéger l'identité nationale française dont le judéo-christianisme est une composante essentielle. Non, la crèche n'est pas un symbole religieux, c'est un symbole culturel qui appartient à la civilisation française. Non, le sapin n'est pas un symbole religieux, c'est un symbole culturel qui aussi appartient à la culture française et à l'identité française depuis des siècles. Mais non, le ramadan, les minarets, le halal, les voiles, tout ça n'appartient pas à la culture française, n'a jamais appartenu à la culture française et n'appartiendra jamais à la culture française. Donc, l'islam, oui, si il se conforme au creuset identitaire national français, au même titre que le christianisme et que le judaïsme. Le judaïsme s'est adapté à la France. Il a renoncé à ses codes sociaux, à ses codes politiques, à ses codes civils pour devenir pleinement français. Si l'islam fait le même effort, il sera français. S'il refuse cet effort, il sera toujours non français. Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui disent que vous êtes raciste ? C'est très simple. Moi, je n'étais pas français. Je ne suis pas un Français de souche. Si j'étais raciste, ça veut dire que je serais raciste vis-à-vis de moi-même. Puisque, étant d'origine émigrée, comment est-ce qu'on peut se haïr soi-même ? Le fait d'aimer les siens, d'aimer la France, d'aimer les Français, d'aimer ce qui vous a fait, ne fait pas de vous automatiquement un haineux des autres. Le fait que les Marocains ou les Algériens ou les Tunisiens ou les Sénégalais aiment leur pays et leur peuple, personne ne les accuse d'être pour autant des racistes. Moi, je combats cette idée à la fois grotesque et folle qui consiste à dire que pour aimer son prochain, il faudrait commencer par se détester soi-même. Non, ça c'est un amour malsain du prochain. Moi, je veux que pour aimer son prochain, on commence d'abord par s'aimer soi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si on ne s'aime pas soi-même, on est en réalité incapable d'aimer l'autre tel qu'il est. Donc il n'y a aucun racisme à privilégier les siens, à privilégier son pays. Tous les peuples du monde font pareil. Et les mêmes islamo-gauchistes et les mêmes soi-disant autoproclamés progressistes qui nous expliquent que parce que nous aimons la France, que nous voulons
que nous voulons accorder une priorité à la France et aux Français, nous serions haineux et racistes vis-à-vis des autres, mais que ne disent-ils ça aux Marocains, aux Algériens, aux Tunisiens, aux Sénégalais, aux Ivoiriens, aux Japonais, aux Chinois, et que sais-je encore, qui pratiquent exactement la même logique. Tous les pays du monde considèrent que les leurs doivent passer avant les autres. Nous ne faisons pas exception, nous affirmons que la France est un pays comme un autre, que c'est une nation comme une autre, et donc que nous avons le droit et le devoir de protéger notre peuple en priorité, notre pays en priorité. Les autres, il n'y a aucun problème, mais nous préférons les nôtres. Nous ne sommes pas racistes parce que nous ne raisonnons pas en termes de race, nous raisonnons en termes de nationalité et de citoyenneté. Il n'y a aucun racisme et aucune haine. Ceux qui sont racistes, en revanche, ce sont ceux qui parlent de privilèges blancs. Par exemple, ceux qui font des ateliers racisés, ceux qui veulent organiser la société sur une base raciale, comme les SOS Racisme, comme aujourd'hui le Parti Socialiste. Eux sont les vrais racistes. Nous ne sommes pas racistes, nous sommes tout simplement français. Nous ne sommes pas d'extrême droite, nous sommes juste extrêmement français. Si Éric Zemmour devient président de la République, est-ce qu'il vous a promis un poste ? Vous savez, les choses se passent pas comme ça. Enfin, c'est pas la politique, c'est pas une caverne d'Ali Baba. C'est pas parce qu'on rejoint quelqu'un qu'on en attend, on attend quelque chose. Moi, j'en attends rien. Je veux juste que la France soit dirigée par quelqu'un qui la connaisse, qui connaisse son histoire, qui connaisse son identité, qui connaisse sa culture et qui est à cœur de la protéger, de protéger ce qu'elle est, pour que la France dont nous avons hérité, eh bien, nous puissions la transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est tout ce qui compte pour moi. Si, après la bataille que nous allons mener, je constate avec satisfaction que nous l'avons gagnée, en fait, mon propre sort et mon propre destin ne comptent pas. Ce qui compte, c'est le destin et le sort de la France. C'est pour ça que je me bats, et uniquement pour cela. De quoi avez-vous peur si on ne change rien à la politique d'immigration ? J'ai peur que la France cesse d'être française et que les Français, ça a déjà commencé hélas, se sentent étrangers dans leur propre pays. Voilà ce qui nous guette si nous ne faisons rien. Alors, je sais que nombre d'entre vous sont désespérés. Nombre d'entre vous se disent « À quoi bon ? Le combat est perdu. Le remplacement est tellement visible, tellement important qu'il devient irréversible. » Je vous dis non. Ne cédez pas au désespoir. Comme disait Bernanos, l'espérance est un risque qui vaut la peine d'être couru. Engager une bataille ne signifie pas de la gagner. Mais ne pas l'engager signifie de la perdre. Alors arrêtez de vous poser des questions et engagez-vous pour votre pays parce que votre pays a besoin de vous. C'est très simple. Nous combattons pour la première fois peut-être dans notre histoire pour une évidence. C'est-à-dire pour que la France reste la France. Rejoignez le combat pour l'évidence de rester ce que vous êtes chez vous. C'est primordial parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Si vous êtes français, si vous aimez la France, si vous voulez que vos ancêtres et vos enfants soient fiers de vous, vous n'avez pas de temps à perdre. Engagez-vous dans la bataille et engagez-vous pour la reconquête. C'est notre dernière question. Dans le sens inverse, si l'immigration zéro est instaurée, qu'est-ce qui changera dans notre pays ? Pour se donner la chance de pouvoir intégrer et assimiler une partie des immigrés qui sont chez nous, il faut impérativement stopper les flux. On ne pourra jamais faire nation tant que les flux d'immigration importants continueront à arriver en France. Il faut stopper l'immigration, renvoyer dans leur pays les immigrés qui soit ne foutent rien, soit foutent le bordel, soit les deux. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, avoir une politique qui ramène la France dans tous les quartiers. Il faut que la France redevienne française territorialement, que toutes ces enclaves étrangères soient arasées, que la France aille partout, que la France redevienne française partout, en interdisant le voile islamique, en cassant les trafics de drogue,